Donc là, je vous présente les outils qu'on a au place, qu'on a au GERAC pour concevoir des systèmes haute tension. Aujourd'hui, ça a peut-être 20 ans, mais aujourd'hui, c'est assez performant. On a des logiciels numériques 3D pour simuler des systèmes haute tension et aussi hyper fréquence. Voilà, vous avez par exemple ici directement la théorie de Gauss et les gradients de potentiel qui sont visibles. Donc, ici, on a une électrode qui est portée à 200 000 volts. Ici, un plan de masse, on a à peu près 40 cm entre les deux. C'est un système qu'on a développé pour ADS Astrium. Et donc, un objet sous test qui est représenté par la pipette. Et cet objet sous test va être soumis à un champ électrique intense, c'est la demande du client. Et on a la représentation 3D, donc là c'est coupé dans un plan, mais on l'a en 3D, du champ généré par cette électrode vis-à-vis de la masse. Donc on voit directement le champ de vecteur, donc norme, la norme du vecteur, c'est bien ça la norme, amplitude, je ne me rappelle plus. Ouais, ça. Donc, ah ouais, c'est vieux. Et, donc en volt par mètre en haut, donc en fonction des couleurs, on voit que le champ est plus fort sur le DUT. Bon, il faudra zoomer un peu plus, mais il est très fort parce qu'il y a des pointes. C'est les coins. Donc l'effet de pointe, je pense que tout le monde en tout cas en a vu des applications. Typiquement c'est ça, c'est que quand on a l'électricité statique qui est chargée avec une moquette et des chaussures, donc la voiture, on pointe le doigt, clac. Le doigt c'est une pointe. Donc c'est là où on a le moment où l'endroit où le champ est le plus fort. Les paratonnerres, les parafoudres qu'il y a sur certains bâtiments, ils vont avoir tendance à aller capter c'est les points d'accroche de l'onde foudre. L'effet de pointe, c'est directement disons, la représentation de la première équation de Maxwell, qui est que la divergence, c'est quoi? C'est div de E, ρ sur R, voilà. Epsilon 0, c'est ça. Epsilon 0, ouais, ça. Donc sur des petites pointes, on va avoir pour une même quantité de charge, on va avoir un champ électrique qui est beaucoup plus intense sur une petite sphère que sur une grande sphère. Voilà. Donc c'est l'effet de pointe. Donc on le revoit directement sur des simulations électromagnétiques où on a des champs qui sont renforcés sur les pointes de l'objet sous test. Et on a la représentation du champ en potentiel. Donc 0 volts. Alors, ici, l'échelle des volts, on ne voit pas bien, mais ici, en bleu, c'est 0 volts, en rouge, c'est 200 000 volts. Et les lignes de potentiel, donc il y a une ligne qui va passer par-dessus le DUT, parce que le DUT est métallique, qui est à la masse, donc il ramène du potentiel. Donc les lignes de champ vont bouger. Et comme tout le monde le sait, c'est E grade de V, donc c'est l'inverse. Moins grade, ouais, moins, oh, pardon, le moins. Effectivement, c'est important. C'est dans le sens des potentiels décroissants, je me rappelle. Mais c'est important pour le sens, c'est vrai, mais surtout l'amplitude qu'on regarde. Et donc ici, là, si on regarde bien, les lignes de potentiel sont plus rapprochées. Donc ça s'exprime par un champ plus fort. Donc voilà, on a directement les lois de la physique électromagnétique qui sont vues par ce logiciel. Donc c'est les logiciels qu'on utilise en permanence au sein du GERAC. C'est des logiciels qui coûtent assez cher et qui viennent d'Allemagne et donc qui sont très très utiles pour déterminer les zones de champ fort. Donc c'est un logiciel qui permet de simuler aussi bien de l'électrostatique que de la magnétostatique, que de l'électromagnétisme, on dirait donc des ondes propagées, rayonnées. Donc c'est des outils qui sont importants pour un ingénieur dans nos domaines. Ça évite de construire des machines. Avant, il faut savoir quand même si ça va marcher, quoi.
Donc au lieu de faire des prototypes, ou enfin déjà des prototypes ou des phases de test importantes qui nécessitent du matériel coûteux, on a la simulation pour tester. Donc pour faire simulation, on a un logiciel CAO mécanique. Hein, donc on a des mécaniciens qui travaillent dans un bureau d'études, qui dessinent les pièces en 3D et qui me les envoient. Je les importe dans le logiciel 3D et on a la simulation en fonction de l'application. Si c'est du champ électrique statique, j'utilise le solver qui va bien pour voir si c'est conforme à ce qu'on attend. Donc, les puissances pulsées, donc stockage de l'énergie, on a vu condensateur. Et donc, il faut le commutateur de puissance. Hein, donc, le commutateur qui sache commuter des kilovolts, des kiloampères, hein, des milliers d'ampères, voire des centaines de milliers. Donc, il y a plusieurs technologies. État gaz. Donc, le premier que je vais présenter, c'est l'état gaz qui est le plus rudimentaire, le plus robuste, le plus performant. Le plus simple à mettre, enfin pas forcément plus simple à mettre en œuvre, mais disons que le plus simple dans sa structure, c'est l'éclateur. Hein, donc ça c'est un éclateur qui permet de commuter jusqu'à, je dirais, on a fait déjà jusqu'à 50 000 ampères sous des tensions qui peuvent aller jusqu'à 100 kV. Donc il y a une partie là de l'éclateur, en fait il y a une enceinte plastique généralement. Et on applique de l'air sous pression, hein, donc passion, pour augmenter sa rigidité électrique et éviter que ça arque à trop bas niveau. Donc quand la tension va atteindre un certain niveau, l'éclateur va commuter et va libérer l'énergie stockée de manière très rapide. Et en fonction du circuit qu'il y a derrière, du circuit électronique de puissance, on va plutôt favoriser la tension ou le courant. Donc après, c'est les applications que je vous montrerai tout à l'heure. Ouais, du matos américain. Ouais, mais bon, en France, on les fait pareil. L'inconvénient de l'éclateur, c'est que comme ça éclate, ça carbonise l'air. Ça brûle, bon, ça monte très haute température. Il y a un plasma qui monte à 3000 degrés. On a des points de fusion, on a des cratères dans le métal. Hein, donc c'est électrode en cuivre, hein, ici, hein, vous voyez la couleur du cuivre. Et donc ça va s'user. Hein, donc il faut faire de la maintenance. C'est pas toujours évident. Mais bon, en fonction des applications, s'il n'y a pas d'autres technologies favorables, ou aussi en fonction du coût aussi, on utilisera un éclateur et puis on ira le remplacer comme la voiture, quoi, tous les 100 000 tirs. Autre technologie de commutateur, c'est donc l'état solide, où là c'est du silicium en fait, hein, donc c'est sur la même technologie que des transistors, mais bien sûr adapté à la puissance. Donc vous avez ici sur la photo, donc c'est un moyen qui a été réalisé chez nous il y a un an maintenant. En fait, on le voit ici en haut, là, vous avez un ensemble de commutateurs état solide qui sont des thyristors. On a un stack d'une vingtaine, voilà ça, une vingtaine de composants. Donc c'est des composants de cette forme-là. Voilà. Donc ça c'est un thyristor qui est encapsulé dans une céramique. Donc les céramiques là, ça fait penser en fait, c'est le même principe aux isolateurs qu'on voit sur les lignes EDF. Hein, donc c'est pour éviter qu'il y ait un arc dans l'air. Et donc il y a un semi-conducteur qui est pressé dedans, qui passe ce composant-là et peut passer jusqu'à 20 000 ampères pulsés. C'est des composants généralement qui sont utilisés pour le ferroviaire, pour les tractions électriques, pour des convertisseurs DC-DC, pour EDF par exemple. Donc nous, en tant qu'ingénieurs, c'est assez difficile de trouver des composants adéquats parce que personne n'en fait en fait. Personne ne fait les applications qu'on fait, très peu de monde. En tout cas, il n'y a pas un marché assez porteur. Et donc, c'est l'expérience en fait qui va nous permettre de dire si ça va aller ou pas. Hein, donc, généralement, les composants état solide, ils ne sont pas donnés pour des courants pulsés très, très forts ou des tensions pulsées très fortes. Donc, il faut faire le test et puis on met les marges suffisantes
pour obtenir la fiabilité dans le moyen. Donc c'est un peu notre c'est assez récurrent hein, dans notre métier, c'est d'aller à la recherche de composants qui sortent des sentiers battus où il y a rarement de spécifications dans nos applications. Donc après c'est l'expérience, c'est l'extrapolation, c'est la composition, la technologie, la géométrie qui va permettre de dire si ça va être conforme ou pas. Donc là, le commutateur, il y en a une vingtaine en série. Bon, on les met en série tout simplement pour tenir la tension. Hein, donc les tensions vont s'ajouter, ou plutôt, donc faut se diviser entre chaque élément. Et donc, si chaque élément tienne par exemple 3000 volts, et ben, si on en met 20, ben, voilà, on a 60 kV de tenue. Donc c'est des commutateurs qui sont utilisés pour cette application-là. C'était un générateur, un simulateur d'ondes foudre qui permet de tester des avions. Hein. Donc c'est un avionneur, EADS, Airbus, voilà, à Toulouse, qui nous a passé commande de ce moyen. C'est un moyen de référence européenne. Il n'y a pas d'équivalent, et qui permet de générer une onde jusqu'à 200 000 ampères. Donc c'est une onde, il faut savoir que 200 000 ampères, ça arrive, sur les courbes de probabilité, c'est le dernier 10% en fait, de ce qui pourrait arriver. Donc c'est plutôt des coups de foudre qui arrivent tous les tropiques. En Europe, en France notamment, bon, c'est plutôt 30, 50 kA. Donc 200 000 ampères. Et des énergies donc de plus de 10 mégajoules et qui sont capables de percer une tôle d'acier de 5 mm. Hein. Donc ça peut faire des dégâts sur des avions. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette photo, on voit le stockage de l'énergie. Hein, on ne le voit pas bien, mais il est ici. Là, donc on a des condensateurs haute tension. C'est la même technologie que celle-là, français. Mais en beaucoup plus gros, bien sûr. Hop. Donc pour la puissance pulsée, on a besoin donc stockage d'énergie, commutateur, mais la source d'énergie, donc l'alimentation, qui est l'alimentation primaire, c'est le secteur, hein, c'est ce que nous envoie EDF. EDF nous envoie du 220 volts efficace ou 380. Donc il y en a besoin de convertisseurs. Donc on a des alimentations haute tension, DC, continue. Généralement, ça c'est des éléments qu'on achète, hein, parce que il y a des très bons produits. Et, bon, c'est américain malheureusement. Bon, il y a des Français un peu, mais des très bons produits qui coûtent pas cher, qui peuvent aller donc de 1 kV jusqu'à 150 kV. Hein, donc c'est des tiroirs qui font à peu près 50 cm de large sur 20 cm de haut, 1 mètre de profondeur. Donc où ils arrivent avec une bonne fiabilité à sortir des niveaux de tension jusqu'à 150 mV. Voilà. Ensuite, en fonction de l'application, on va plutôt privilégier un générateur de Marx. C'est un générateur de base aussi qu'on utilise en haute puissance pulsée. C'est tout simplement, on charge en parallèle et on décharge en série. Donc ça représente bien les puissances pulsées, c'est-à-dire que le fait de charger en parallèle, ça va durer assez longtemps, puisque on charge une capacité C, donc générateur de Marx. On va avoir, donc là on a, dans cette application, là, on a 4 condensateurs. Donc on charge 4 fois C condensateur à, je sais pas, on va dire 1 kV. On va charger. Et puis, ça va se décharger naturellement par des éclateurs à gaz. Et on va décharger pas 4C, mais C sur 4, du coup, puisqu'on passe du parallèle en série, mais avec 4 U. Et si on fait la conservation de l'énergie, on voit que l'énergie est conservée. Hein. Donc c'est ce qu'on cherche à faire, hein, c'est conserver l'énergie, stocker, pour la restituer sur la charge. Donc on décharge une énergie qui est C sur 4, mais avec une tension qui est 4 fois plus grande. Et ça, on peut avoir des cirques démontages qui montent jusqu'à plusieurs dizaines d'unités. C'est des moyens qui sont assez imposants, hein, donc je vais vous montrer une photo. On
On n'en a pas réalisé, mais bon, on en utilise des fois. Donc voici un générateur de Marx de chez Siemens. Donc c'est un générateur qui est capable de générer une tension de plusieurs mégavolt, plusieurs millions de volts. Les applications diverses, notamment c'est pour tester des composants de transport d'électricité qui peuvent être soumis à plusieurs centaines de milliers de volts. Pour l'aéronautique notamment, ça peut servir aussi à tester où est-ce que va arquer, où est-ce que la foudre va aller arquer sur l'aéronef. Voilà. Donc ils mettent l'aéronef dans un hangar, il y a un grand générateur de Marx, et puis on va voir où est-ce que ça va arquer. Bon, généralement c'est plutôt des maquettes d'avions. Et donc c'est des études, ces études qui permettent de savoir où est-ce que ça va arquer. Ensuite, une autre façon, c'est le transformateur. Bon, on l'a tous vu, j'imagine que vous avez vu déjà des transformateurs. Si vous avez démonté déjà des cartes électroniques, des fois on a des petits transformateurs. Donc généralement il y a des noyaux de fer. Donc ici on a un noyau de fer, donc très lourd. On sait que c'est du fer parce que c'est lourd. C'est du noyau de fer qui est feuilleté. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est feuilleté. Je ne sais pas si vous avez peut-être pas vu encore les courants de Foucault. Certains si. Voilà. Bon les courants de Foucault, typiquement c'est ça. C'est que si on veut éviter qu'on est en pulsé, comme on est en régime, je dirais, dynamique, et donc où on va avoir une évolution dans le temps des courants et des tensions qui est assez rapide, il faut choisir des matériaux